Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'entamer nos travaux par nos questions. La première est une question de Monsieur Hervé Cornilly concernant l'évolution du dossier de vente du château de Templeuve. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous avons déjà eu l'occasion de discuter ensemble au sujet du château de Templeuve. Et lors de notre dernier échange, vous m'annonciez que la SPAPS avait reçu l'estimation de la valeur vénale de l'aile du château lui appartenant, sachant qu'il y a dans ce dossier 2 propriétaires sur le site complet, et que des discussions avaient débuté avec la ville de Tournai, désireuse d'acquérir le bien. Vous avez récemment visité le château en compagnie du bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannoy, afin de, dixit, et je vous cite, trouver des solutions de financement pour ces infrastructures. En tout cas, je cite vos communications sur les réseaux sociaux notamment. Y a-t-il eu, dès lors, Monsieur le Ministre, des avancées dans ce dossier depuis notre dernier échange? Qu'a-t-il été convenu avec la ville de Tournai justement à l'occasion de cette visite? Quand la vente sera-t-elle concrétisée? Le conseil d'administration de la SPAPS prévoit-il toujours de réinvestir le montant de la vente dans les besoins infrastructurels de ces bâtiments? Et quels sont précisément ces besoins? Merci, Monsieur le Ministre, de vos éclaircissements. Merci, Monsieur Cornilly. Monsieur le Ministre, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Président. Merci, Monsieur le député, pour votre question. Et en effet, je peux vous confirmer que j'ai eu l'occasion de visiter, je pense que c'est le 24 novembre dernier, le château de Templeuve, en compagnie notamment du bourgmestre local, c'est-à-dire du bourgmestre de Tournai. Et à la suite de cette visite, la ville a repris contact avec la SPAPS dans une dynamique positive destinée à examiner dans quelle mesure les deux parties pourraient s'entendre sur un prix et sur les différentes modalités envisageables. Il était convenu que la ville revienne ensuite vers la SPAPS dans les semaines à venir. En étant optimiste, et bien que je ne sois pas partie directe aux discussions, on peut espérer un accord de principe pour, j'espère, le début de l'année prochaine. On n'est plus très loin. Hein? C'est vrai. Hein? Bien évidemment, la SPAPS entend toujours, conformément à ses missions, réinvestir utilement le produit de la vente comme elle le fait habituellement, et que ce soit entièrement sur fonds propres ou le plus souvent sous forme de participation d'appoint au projet et marché de service du service général des infrastructures scolaires de WBE en faveur des bâtiments détenus par la SPAPS. Alors, les besoins sont évidemment énormes et toute nouvelle rentrée de moyens permet de rencontrer un peu plus ces besoins en procédant aux travaux nécessaires dans les délais parfois un peu moins déraisonnables, et donc de pouvoir anticiper quelques travaux. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Cornilly, vous avez la parole pour une réplique. Mais merci, Monsieur le Ministre. Donc, puisque on peut espérer des décisions, en tout cas le sens d'une décision en ce début d'année prochaine, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour suivre l'évolution de ce dossier, même si je conçois bien que la SPAPS c'est une structure spécifique dans le cadre de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à cheval même sur les deux entités. Et effectivement, on sait que les besoins, quelle que soit la manière de les réalisés en matière d'infrastructures et des bâtiments scolaires sont importants. Donc, dans tous les cas, ils seront bien utilisés et j'espère qu'effectivement, un point de convergence pourrait être trouvé entre la ville de Tournai et la SPAPS. Merci. La question suivante est une question de Madame Sebry concernant le projet de portefeuille numérique pour certains services publics. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, récemment, le secrétaire d'État à la digitalisation dévoilait dans le cadre de la Smart Nation qui est souhaitée par la Vivaldi un projet de mise en place de portefeuille numérique. Ce portefeuille numérique se présenterait sous la forme d'une application pour smartphone et intégrerait une série d'informations et de services dont le citoyen a besoin. Ayant pour but de faciliter la vie des citoyens, mais aussi de rendre les pouvoirs publics plus efficients, l'application suivrait la logique de services qui sont déjà présents en ligne, comme MyMinFin, MyPension ou eID,
tout en faisant l'effort de les centraliser au sein d'une seule et même plateforme. Alors, à l'échelle communautaire, plusieurs services publics pourraient profiter de ce projet pour se moderniser. Je pense notamment à l'ADEPS, mais aussi aux services d'aide à la jeunesse ou aux maisons de justice qui pourraient y trouver leur compte en offrant des informations et des services facilement accessibles. Parallèlement à ce projet, le secrétaire d'État et la Direction générale transformation digitale du SPF Stratégie et Appui ont pour objectif de proposer aux administrations une interface de programmation d'applications pour leur permettre de mettre en place facilement les outils qu'ils jugeraient opportuns. Ces éventuels futurs outils correspondent à la volonté du gouvernement de poursuivre la mise en place d'une stratégie numérique pour l'administration afin d'assurer la modernisation continue des services publics. Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire si l'ETNIC travaille sur des projets similaires, notamment dans le cadre de l'évolution du portail Mon Espace? Estimez-vous que les objectifs fédéraux que je viens d'évoquer peuvent trouver écho dans le cadre de notre stratégie numérique pour les services publics? Et le cas échéant, est-ce que vous pensez qu'il soit possible d'étudier des synergies éventuelles avec le pouvoir fédéral? Les coopérations utiles sont propices à des économies budgétaires tout en assurant un niveau satisfaisant de performance des dispositifs. Enfin, est-il retenu que des échanges sur les initiatives précitées aient lieu entre vos services, l'administration fédérale, voire entre les cabinets qui sont concernés? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Président. Merci, Madame la députée. Les travaux de digitalisation qui sont confiés à l'ETNIC visent notamment, et je vous le confirme, à améliorer l'expérience de l'usager afin de simplifier la vie de ce dernier lorsqu'il doit entreprendre des démarches auprès de l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Outre cette démarche de simplification, un travail continu est également mené afin d'améliorer l'efficience des services numériques rendus par l'administration en faisant régulièrement évoluer les fonctionnalités offertes par les applications, par nos applications, ou en travaillant à l'optimisation de leurs performances. Dans le cas particulier de Mon Espace que vous évoquez, le portail a déjà prouvé son utilité, notamment grâce à la centralisation des démarches intégrées, son utilité à l'accès unique et fortement sécurisé à ces mêmes démarches, ainsi qu'à leur suivi en ligne via un tableau de bord. Le tout est également accessible sur des dispositifs mobiles tels que les smartphones ou tablettes. Dans le cadre de sa participation à la mise en œuvre de l'orientation usagée, l'ETNIC propose d'aller plus loin en travaillant sur 3 axes, totalement intégrés au service de l'administration: les démarches, le support et la parole aux usagers. Dans ce cadre, des initiatives sont menées afin d'offrir le meilleur service à l'usager via différents canaux, que ce soit web, applications, téléphonie, médias, etc. Parmi celles-ci, on peut mettre en évidence la publication centralisée, la simplification, la dématérialisation des démarches, la récolte des avis des usagers ou encore la gestion des plaintes. Même si les intitulés de ces initiatives semblent être des intentions de longue date, la manière de les réaliser se basera sur les dernières technologies, dont celles que vous évoquez, les interfaces de programmes d'application ou encore le système de gestion de contenu. Mais l'usager ne veut pas seulement fournir et recevoir l'information au travers d'un mobile, il veut avant tout être informé au bon moment, il veut avoir accès aux services de l'administration et, si nécessaire, pouvoir demander des explications ou remettre un avis. L'ETNIC mettra la technologie en place pour permettre à l'administration d'atteindre ses objectifs. Lorsque des synergies sont possibles avec le niveau fédéral, il est important que l'ETNIC et la fédération s'inscrivent dans cette logique de coopération. C'est d'ailleurs déjà le cas dans certains programmes, et notamment dans le cadre du Single Digital Gateway ou portail numérique unique,
qui doit permettre un accès unique à un ensemble de démarches et d'informations facilitant la circulation des citoyens et des entreprises au sein de l'Union. Dans cette optique, tant l'ethnique que l'administration et mon cabinet s'efforcent de rester attentifs aux initiatives menées par les autres niveaux de pouvoir afin de démarrer toute collaboration qui semblerait utile ou nécessaire pour atteindre ces objectifs, ces ambitieux objectifs, et donc concourir à une administration toujours plus efficiente et intégrée. Merci, Monsieur le ministre. Madame Sobry, pour une réplique. Merci, Monsieur le ministre. C'est évidemment positif. Je pense que tous les différents niveaux de pouvoir travaillent à une digitalisation, une numérisation croissante des services publics. Je pense qu'un travail de concert est souhaité, puisque mutualiser les plateformes pourrait contribuer à les rendre aussi plus efficientes. La multiplication des plateformes pourrait à l'inverse les rendre toujours un peu moins lisibles. Et dans cet objectif de voir si le travail se menait de façon concertée, j'avais interrogé il y a peu votre homologue à la région wallonne, qui m'avait confirmé ne pas avoir attendu les déclarations du secrétaire d'État à la digitalisation pour procéder doucement mais sûrement à cette fameuse transition numérique. Je n'attendais pas moins de proactivité de votre part, Monsieur le ministre, et je vous remercie de votre réponse. Je vous remercie. La question suivante est une question de Monsieur Sali. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, nous le savons, Monsieur le Ministre, la crise sanitaire a accéléré les réflexions autour de l'organisation du travail et autour des formes hybrides de travail, redéfinissant les avantages et les inconvénients de chacun des modes d'organisation, comme par exemple le présentiel et le télétravail. De ces réflexions doit maintenant découler la révision des cadres de travail existants, notamment concernant les normes de télétravail. Des balises claires doivent être établies dans tous les secteurs, privés comme publics. Ceci afin de favoriser une meilleure dynamique de travail, mais également afin de protéger le travailleur des répercussions en termes de bien-être et d'impact économique. À ce sujet, Monsieur le ministre, vous m'informiez lors d'une précédente commission que les discussions autour du télétravail étaient en cours au sein de la fonction publique communautaire. C'est pourquoi je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, qu'en est-il ressorti des groupes de travail avec les organisations syndicales et l'administration? De grandes modifications ont-elles été apportées ou vont être apportées à la réforme, comparée à la première lecture au gouvernement en juin dernier? Quelles seront les grandes lignes de ce nouveau dispositif encadrant le télétravail? Quelles ont été les réflexions concernant la formalisation du droit à la déconnexion visant un juste équilibre entre mécanismes d'incitation et de contrainte pour l'organisation ou pour l'employeur? Enfin, qu'en est-il d'une potentielle compensation financière pour les frais supplémentaires que le télétravail peut engendrer? Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour vos éléments de réponse. Merci, Monsieur Sali. Monsieur le ministre, je vous en prie pour la réponse. Merci, Monsieur le député. 2 groupes de travail ont effectivement été tenus avec les organisations syndicales sur le projet de réforme de télétravail qui avait été validé par le gouvernement. Les grandes lignes directrices du projet adopté en première lecture peuvent être résumées comme suit. 1. La réforme prévoit tout d'abord de faciliter l'accès au télétravail en supprimant les conditions d'ancienneté existantes pour obtenir une autorisation de télétravail. 2. Il est également prévu que l'autorisation de télétravail sera dorénavant donnée par le supérieur hiérarchique et non le comité de direction. Cette modification permettra de désengorger le comité de direction et de laisser la décision à la personne la plus apte à estimer si un agent peut être autorisé à télétravailler. 3. Le projet introduit également plus de souplesse dans la gestion du nombre de jours de télétravail maximum pouvant être octroyés. Le projet change la logique actuelle qui permet d'octroyer 1 ou 2 jours de télétravail par semaine et prévoit que l'agent peut se voir octroyer maximum 10 jours sur une période de 4 semaines.
Élément suivant, considérant que cette réforme laisse plus de souplesse dans la répartition des jours de travail, le projet intègre la possibilité de fixer des lignes directrices par fonction pour aider la hiérarchie dans l'octroi du nombre de jours de télétravail. Enfin, le projet prévoit la possibilité pour l'agent et le supérieur hiérarchique de convenir des périodes durant lesquelles l'agent a le droit de s'absenter de son poste de travail. Cette éventualité lui permettra de mieux concilier sa vie privée et sa vie professionnelle en lui permettant, par exemple, d'aller chercher ses enfants à l'école. Ces lignes directrices n'ont pas été remises en cause suite au groupe de travail mené par les organisations syndicales. Le projet a toutefois subi des modifications et ajouts qui sont venus enrichir la réforme. Parmi les changements et ajouts notables, on peut notamment citer la possibilité de récupérer les heures prestées au-delà des 7h36 journalières si les heures de travail sont demandées par le supérieur hiérarchique ou prestées selon un accord ponctuel préétabli avec celui-ci, afin d'assurer la continuité de service. La possibilité de valoriser les prestations effectuées entre 18h30 et 7h30 si ces prestations sont demandées par le supérieur hiérarchique ou prestées selon un accord ponctuel préétabli avec celui-ci afin d'assurer la continuité de service. L'introduction d'un droit de recours en cas de retrait de l'autorisation de télétravail. Une revalorisation de l'indemnité octroyée aux télétravailleurs qui s'élèvera à un minimum 35 € et non plus 25 €. L'introduction d'un droit à la déconnexion qui prévoit que le travailleur a le droit de, tout d'abord, ne pas être connecté à ses outils de travail en dehors de son temps de travail habituel, mais aussi ne pas recevoir des messages numériques ou d'appels pour un motif professionnel en dehors des heures de travail, à l'exception des courriels. La disposition introduit donc à la fois le droit de se déconnecter à proprement parler de ses outils de travail, mais également de ne pas être sollicité de manière indirecte à des heures où aucun agent n'est supposé travailler. Le droit à la déconnexion est toutefois consacré sans préjudice des cas d'urgence dûment justifiés par les nécessités du service. En outre, les groupes de travail ont permis d'apporter de nombreuses modifications d'ordre technique et certaines reformulations visant à assurer au texte une meilleure clarté. Ces modifications ont été validées par le gouvernement, parce que c'est le 21 octobre 2021, et le projet a ensuite été resoumis officiellement à la négociation syndicale au sein du comité du secteur 17 le 30 novembre dernier. Et le projet a subi quelques légères modifications à l'issue de la réunion. Il a reçu un accord de la CSC et de la CLFP, mais malheureusement pas de la CGSP. Le projet a été inscrit à l'ordre du jour du gouvernement du 9 décembre 2021 et a été envoyé à la section de législation du Conseil d'État dans la foulée. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'état d'avancement de ce dossier important. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Sali, pour une réponse. Oui, je remercie Monsieur le ministre pour sa réponse. Tous ces éléments de réponse, sincèrement, ça va dans le bon sens. Je salue en tous les cas l'intelligence du gouvernement de ne pas rentrer en conflit, même si aujourd'hui, je vois que la CGSP a peut-être encore quelques remarques à formuler, mais je suppose que les choses vont rentrer dans l'ordre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je vous fais en tous les cas confiance. Je connais votre sens de la négociation. En tous les cas, les points que vous avez proposés à votre initiative et les réflexions des syndicats, sincèrement, apportent une réelle plus-value pour encourager le télétravail. En tous les cas, mon groupe et moi-même, vous soutenons dans cette dynamique-là. Je pense que c'est important. On ne peut plus faire marche arrière. Le télétravail, on va devoir vivre avec. Et je pense qu'il est intelligent, en tous les cas, de trouver les formules pour pouvoir le conforter et mettre les gens à l'aise dans ce qu'ils font dans l'intérêt général. Merci. Merci, monsieur le député. Merci. La question suivante est une question de Monsieur Cornili concernant la stratégie immobilière
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. De par ses compétences, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est évidemment énormément de bâtiments dans lesquels s'exerce celle-ci. Et la Fédération, elle est engagée d'ailleurs depuis plusieurs années dans un processus de gestion dynamique, plus dynamique et optimalisé des biens qui relèvent de son patrimoine. Votre prédécesseur avait ainsi mobilisé une task force pour faire régulièrement le point sur le parc immobilier et partant opérer des ventes de bâtiments qui n'ont plus d'utilité pour les missions de service public qui sont celles de la Fédération. Si des recettes de l'ordre de 40 millions avaient été projetées avant la fin de l'ancienne législature, nous savons depuis lors que le produit de ces opérations s'est malheureusement révélé moins important. Pour sa part, le gouvernement actuel, et vous portez le dossier, a fait également sienne la priorité d'une gestion performante de son patrimoine. C'est évidemment bien légitime aujourd'hui. À ce sujet, vous m'aviez annoncé en mai dernier une stratégie immobilière pour les infrastructures non scolaires. Elle devait être livrée à la fin de l'année 2021, voire au début de l'année 2022. Partant, différents marchés avaient été lancés ou étaient en passe de l'être afin de disposer de toutes les informations nécessaires à ce vaste chantier. Aussi, Monsieur le Ministre, j'en viens à mes questions. Pouvez-vous tout simplement, en cette fin d'année 2021, faire le point sur l'état de maturité de ce dossier? Est-ce que la stratégie en question a bien été adoptée ou est-elle sur le point de l'être? Quelles sont les grandes opérations qui ont été retenues d'ores et déjà, et ce, au regard des objectifs du contrat d'administration, qui est la pierre angulaire de l'action du gouvernement pour la législature, et son administration du moins, et des évolutions des besoins à poste de travail dans le contexte post-pandémique? On a parlé du télétravail notamment, par exemple. Ça a évidemment des conséquences, des nouveaux modes d'aménagement des lieux de travail et d'organisation de ceux-ci, mais aussi la recommandation de la Cour des comptes. S'agissant des opérations de rationalisation du patrimoine, car parfois c'est nécessaire et indiqué, pourriez-vous également nous apporter un éclairage à ce sujet? Nonobstant le récent achat du centre administratif de Mons, qu'est-il prévu à l'avenir? La région wallonne a annoncé la libération d'un certain nombre d'immeubles pour réaliser des économies utiles. La Commission européenne s'est également lancée dans une dynamique identique en région bruxelloise. Quid pour la Fédération Wallonie-Bruxelles? À l'heure du télétravail, vous aviez évoqué à l'époque qu'une étude serait réalisée pour le cas spécifique de Bruxelles. Que pouvez-vous nous en dire à ce jour? Quid des opérations envisagées à Nivelles et à Marche-en-Famenne? Et déjà, merci, Monsieur le Ministre, pour les nombreuses questions auxquelles je vous soumets durant cette dernière commission. Merci, Monsieur Corneli. Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci, Président. Et en effet, Monsieur Corneli, il y a beaucoup de questions et vous allez sûrement être un peu frustré par ma réponse. Ça permet de reposer une autre question. Monsieur le député, la stratégie immobilière à développer pour les infrastructures non scolaires est attendue dans le courant du premier trimestre 2022. La plupart des marchés annoncés précédemment ont été attribués afin de disposer des informations, je serais tenté de dire, incontournables. Les études sont en cours, incluant les marchés de services pour les relevés des bâtiments et par des géomètres, les études pour notamment les compteurs de passage, la modélisation énergétique et l'évaluation patrimoniale des grandes implantations bruxelloises. Voilà quelques éléments d'illustration. Les premières données commencent à émerger et sont analysées au sein de l'administration. Seront en particulier développées les perspectives en termes de rationalisation de surface, de fonctionnalité, de gestion et de synergie et de visibilité. Parallèlement, y seront intégrés des objectifs de neutralité carbone, évidemment, et d'implémentation des nouvelles façons de travailler. Des propositions seront examinées dans le respect des budgets et des moyens disponibles. Les projets permettant de mettre fin à des locations onéreuses, souvent obsolètes, seront, dans la mesure du possible, portés prioritairement. Voilà quelques premiers éléments de réponse, mais je ne doute pas que vous allez me réinterroger et que j'aurai l'occasion d'étoffer ma réponse. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Corneli, je vous en prie pour une réponse. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir procédé à la réplique. Ça simplifie le travail. Non, plus sérieusement, mais merci déjà d'avoir effectivement signifié que les marchés nécessaires pour finalement l'étude et la conception de cette stratégie immobilière sont lancés et que les données permettent d'entamer le travail dont l'issue doit être livrée le premier trimestre de l'année qui arrive. Je comprends bien que les choses peuvent parfois prendre du temps. Vous avez aussi relevé sous quel
quel angle cela avait été abordé et sous quel angle finalement la nouvelle politique la nouvelle stratégie immobilière peut s'envisager avec des critères somme toute assez logiques, hein, la surface, les fonctionnalités, les synergies, le climat. Je n'ai pas posé cette question, mais peut-être que dans les synergies, il y a aussi les synergies avec d'autres pouvoirs publics, mais peut-être que c'est un des paramètres de votre réflexion. Mais voilà, on reviendra dessus en janvier 2022. Merci. Merci, Monsieur Cornili. Et je vous laisse la parole pour votre question suivante. La dernière, Monsieur le Ministre, enfin Monsieur le Président, et Monsieur, oui, à moins que vous ayez une question d'actualité, mais ce ne sera pas de moi en commission, en plénière mercredi. Mais voilà, au-delà des bâtiments, on peut aussi s'interroger sur l'impact environnemental des commandes publiques au sens large du terme, puisque la commande publique, c'est une composante importante et elle a donc effectivement un impact sur l'évolution de notre société. Et le 16 septembre dernier, avec le ministre président à l'initiative de la démarche, un plan transversal de transition écologique a été adopté par le gouvernement, avec des lignes stratégiques ambitieuses pour préserver l'environnement, bien entendu. Parmi les axes prioritaires retenus à cette occasion figure la thématique de la commande publique, avec des pistes d'action relatives, entre autres, à l'intégration de clauses environnementales dans les marchés publics, le développement de centrales d'achat qui favorisent notamment le monitoring énergétique, ou encore l'usage d'un catalogue de produits et solutions durables pour les services et organismes publics. Ces différentes priorités visent à contribuer directement aux objectifs de neutralité carbone au plus tard en 2025 et avec la perspective d'une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, et ce par rapport à 1990. C'est donc très ambitieux. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous informer sur la méthodologie de travail retenue et l'étendue de la réflexion ouverte au sein de vos services concernant la maîtrise de l'impact écologique de la politique d'achat du ministère de la Communauté française et des centrales d'achat? Qu'en est-il également des organismes administratifs publics qui relèvent de votre tutelle? Le recours à des ressources externes serait-il éventuellement envisagé pour faciliter la réalisation des objectifs fixés? Les premières pistes de mesures concrètes seraient-elles déjà identifiées, notamment sous la forme de quick win, de gains rapides pour cette maison francophile et à juste titre? Le cas échéant, que pouvez-vous nous en dire à ce sujet, à ce stade de la réflexion? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député, pour cette dernière question. Suite à l'adoption par le gouvernement du premier plan transversal de transition écologique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est indispensable que chaque entité se mobilise à son niveau afin de soutenir l'effort collectif. La commande publique se concrétise par le biais des marchés publics et ceux-ci constituent un des 6 axes du fameux plan de transition écologique. Le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles envisage d'évoluer vers une politique d'achat circulaire afin de rendre ces marchés publics plus durables. La réflexion qui est en cours au ministère porte sur l'approche cycle de vie, qui consiste à tenir compte de l'ensemble des phases consécutives, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination de l'ensemble des ressources mobilisées. Il s'agit ainsi, par exemple, d'aller au-delà du seul critère prix dans l'évaluation de l'offre économique la plus avantageuse, en utilisant notamment le calcul du coût du cycle de vie. Le ministère envisage également de privilégier les actions circulaires dans les commandes publiques selon la séquence suivante. 1. Repenser les achats. 2. Prolonger la durée de vie des biens. En effet, la réutilisation d'un bien requiert moins de ressources ou d'énergie que sa réparation. La réparation demande encore moins de ressources et d'énergie que le recyclage, et le recyclage est préférable à la production énergétique. 3. Optimiser les achats. La direction du développement durable travaille actuellement avec la direction des marchés publics et des achats au sein du ministère pour générer les premiers résultats dès l'année prochaine, donc dès 2022. L'objectif du plan de transition écologique étant qu'en 2024, 85% des marchés publics passés par la DMP1 comportent des critères de développement durable. WBE a attribué divers accords cadres et centrales de l'achat au cours des 2 dernières années, petites fournitures de bureaux, mobilier, accord cadre pour les sections techniques,
afin de faciliter l'achat de fournitures par les divers établissements qui sont organisés par WPE. Ces marchés intègrent pour la plupart des clauses environnementales. Les démarches en ce sens doivent néanmoins s'accentuer et s'intégrer dans la politique globale de transition écologique. En ce qui concerne la politique d'achat de l'ethnique, les cahiers. Les cahiers des charges sont rédigés de façon à valoriser l'acquisition de solutions informatiques peu consommatrices. Il prévoit par exemple une obligation pour le soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il utilise des filières respectant les normes environnementales européennes pour le recyclage du matériel IT obsolète ou encore l'attribution de points supplémentaires aux soumissionnaires qui réduisent le volume d'emballage du matériel IT. Depuis plusieurs années, l'ethnique propose également à ses bénéficiaires de supprimer les imprimantes locales, individuelles, par des imprimantes départementales multifonctionnelles. Celles-ci offrent plusieurs avantages en termes d'impact environnemental, tels que la limitation du nombre d'imprimantes, la configuration par défaut en recto verso ou noir et blanc, la gestion des files d'attente permettant de supprimer des impressions une impression lancée erronément, la mise en veille automatique à des stades avec différents stades différents, veille profonde la nuit, détecteur de présence en journée avec différentes veilles suivant le taux de passage. Enfin, la dématérialisation de nos processus, initiée depuis un certain nombre d'années, mais qui a atteint un niveau de maturité inégalé pendant le confinement du fait du télétravail généralisé, est également un élément clé de la réduction de notre empreinte carbone et du respect de l'environnement. On peut ainsi constater qu'il a permis de réduire drastiquement la consommation de papier en interne. Le travail entamé doit s'inscrire sur le long terme. Je veillerai à soutenir les démarches qui permettront de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Voilà, monsieur le député, une réponse un peu plus étoffée. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Cornille, je vous en prie pour une réplique. Oui, merci Monsieur le ministre d'avoir un peu étayé un peu et explicité ce qu'était cette ambition à travers les marchés publics et dans votre département. Repenser les achats, optimiser les achats, on verra comment cela finalement se distingue. Prolonger les achats, bien évidemment, c'est l'essence même de l'économie circulaire, et je serais curieux de voir quels seront les outils et les ressources qui seront mises en place pour mesurer finalement à un moment donné l'impact d'un achat au regard des critères que vous avez fixés, car c'est effectivement le cycle de vie, mais comment le quantifier, le matérialiser pour traduire ça dans des marchés publics et des choix qui seraient portés dans le cadre de la commande publique. Je pense que c'est effectivement un exercice on ne peut plus intéressant, avec l'objectif de 85% d'ici 2024 de clauses et de marchés avec des critères durables. On ne peut que s'en réjouir, en rappelant toujours les clauses sociales, le cas échéant. Peut-être qu'on n'imagine pas directement en quoi cela peut nous concerner, mais ça reste aussi, je crois, une préoccupation majeure. Et je trouve que les exemples que vous avez donnés pour l'ethnique sont assez éclairants des efforts qu'on peut mettre en place au départ d'une administration pour atteindre finalement un impact environnemental moindre, tout en sachant aussi que la dématérialisation et la digitalisation posent d'autres questions, comme la consommation énergétique qui est là derrière. Mais ça, voilà, on en discutera à une autre occasion. Merci, Monsieur le Ministre, et à mercredi. Merci, monsieur Cornille. Merci à toutes et à tous. Merci, monsieur le ministre. Ceci clôture notre réunion du jour et merci au service.